Ce week-end, c'était le barreau d'honneur de la France-Afrique. Le sommet de la francophonie, qui s'est tenu du côté de Paris, avait des allures de fin d'un monde. Celui où la France faisait la pluie et le beau temps dans ses anciennes colonies africaines. Une dernière fois, Emmanuel Macron a réuni le dernier carré de ses amis dictateurs, le temps d'une grand-messe. J'aurais bien voulu vous raconter ce sommet de l'intérieur, mais le Quai d'Orsay et l'Organisation internationale de francophonie, l'OIF, n'ont pas voulu me délivrer d'accréditation pour que j'y assiste. J'ai même introduit une requête au tribunal administratif pour faire casser cette censure, pour pouvoir aller poser les questions qui fâchent au sommet, mais en vain. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que je suis bâillonné par une France qui prétend défendre la liberté de la presse, mais qui n'aime pas trop lorsque des journalistes s'intéressent au-dessous peu reluisant de la France-Afrique. Je vous raconte cet événement en vidéo. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. On se rappelle que François Hollande et Nicolas Sarkozy avaient juré de mettre fin à la France-Afrique. Ce sera finalement Emmanuel Macron qui aura tenu cette promesse, sans le vouloir, bien malgré lui, vaincu par d'autres puissances qui sont entrées dans la danse, et surtout, par des peuples africains qui ne veulent plus de notre pays, de cette France, qui ne comprend pas que le temps des colonies est fini. Le sommet de la francophonie avait donc des allures de dernière visite qu'on rend à un malade en phase terminale. On s'étreint, on s'embrasse, on rassure le mourant, on lui fait croire que les choses vont continuer comme avant, mais au fond, on sait que c'est fini. Une dernière fois, Emmanuel Macron aura eu l'illusion de peser sur le cours des événements en Afrique, via cette organisation de la francophonie, cette OIF, que l'on dit indépendante, que l'on dit tournée vers la défense de la langue française, parlée par 300 millions de personnes dans le monde, mais qui n'est en réalité qu'un instrument impérialiste aux mains de Paris. D'ailleurs, pour l'occasion, Macron s'est mué en maître d'école, distribuant les bons et les mauvais points à des élèves qui sont déjà en vacances. Car seuls 19 chefs d'État africains ont fait le déplacement au sommet. Les autocrates du Togo et du Congo ont boudé l'événement. Le président du Sénégal et le roi du Maroc, deux poids lourds de la francophonie, ont annulé leur venue au dernier moment, comme une preuve supplémentaire que la France ne compte plus. Les putschistes du Mali, du Niger et du Burkina n'ont pas été invités à la fête, coupables d'avoir tourné le dos à l'ancien colonisateur et d'avoir mis à la porte l'armée française. Mais comme on n'est pas à une contradiction près, la Guinée du tout aussi putschiste Mamadi Doumbouya fut-elle réintégrée à l'OIF quelques jours avant le sommet. Et tant pis si Doumbouya trucide ses opposants et des manifestants. L'ancien caporal-chef de la Légion étrangère française a la seule qualité qui compte aux yeux de l'Élysée. Il n'a pas cédé aux sirènes russes et est resté fidèle à Macron. Le président français a aussi profité du sommet pour faire des mamours à Paul Kagame, le dictateur du Rwanda, réélu avec 99% des voix cet été, ou encore à Brice Oligui Nguema, le gentil putschiste du Gabon, qui adore la France et qui adore raser la tête des syndicalistes qui font grève. Macron s'est aussi rabiboché avec son ancien meilleur sous-préfet en Afrique, le fils d'Ebi, qui ces derniers mois lui a fait quelques infidélités avec Moscou. Mais preuve qu'il y a décidément quelque chose qui ne tourne plus rond, Macron aura aussi fâché le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Il faut dire que notre Manu national a fait fort. Il a zappé dans son discours d'ouverture la guerre qui déchire l'Est du Congo, une folie meurtrière causée en partie par un allié de la France, le président rwandais Paul Kagame. Pour Jeune Afrique, le président congolais Félix Tshisekedi n'a pas participé à l'entièreté de la session. Aujourd'hui, il est parti ce matin. Il est parti pour vous montrer qu'il était mécontent du fait qu'hier, dans votre discours inaugural, vous n'avez pas parlé parmi les grands conflits de cette planète, celui dans l'Est de la RDC. Je note que vous l'avez fait ce soir, mais pourquoi cette omission hier? Et aussi, vous aviez l'ambition de réunir Paul Kagame et Félix Tshisekedi autour de la même table. Ce soir, il y a un président qui n'est pas là. Est-ce que vous avez toujours l'intention de jouer un rôle dans le processus de médiation? Merci beaucoup. Écoutez, je retiens surtout qu'hier, j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Tshisekedi. Et donc, il sait l'engagement de la France sur ce sujet, comme j'ai passé 1h30 en tête-à-tête avec le président Kagame ce matin. Et donc, oui, la France, la francophonie reste mobilisée pour résoudre cette crise qui impacte gravement la RDC. Et je réitère notre solidarité. Nous condamnons la violence, les actions de tous les groupes armés opérant en RDC et les atteintes à sa souveraineté territoriale. Et il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Hier, je l'ai dit moi-même, je n'ai été que parcellaire dans
les citations et il y a beaucoup de crises, de tensions, de situations de guerre que je n'ai pas citées. Et encore ça, ce n'était que la partie émergée du chapiteau. Vous avez sans doute manqué d'autres sketchs de ce cirque Pinder version néocoloniale. Il y avait notamment l'Africa Day, organisé à Sciences Po, en marge du sommet de la francophonie. Un truc inutile à la sauce Startup Nation, qui a célébré des héros du continent. Alors vous allez penser à des figures comme Mandela ou Lumumba. Non, non. La personnalité inspirante de l'Africa Day, c'était Rémi Rioux, un proche de Macron, devenu patron de l'Agence française de développement et qui a fait de l'AFD la banque des dictatures proches de l'Élysée, le tout aux frais du contribuable français. L'Africa Day de Sciences Po était d'ailleurs organisé par la French African Foundation, un bullshit intégral financé par McKinsey ou par nos impôts, et où en prenant exemple sur le modèle américain, on forme des young leaders africains. En clair, la France cherche à s'acheter des relais d'influence, voire des agences sur le continent. Le parrain de la promotion 2023 des young leaders n'est autre que le grand démocrate Paul Kagame, qui a dû leur expliquer comment faire disparaître des opposants ou comment envahir le pays voisin. Il y avait aussi ce week-end le dernier bal des focards au petit pied, à commencer par Bruno Fuchs, député de la minorité macroniste, ancien communicant pas tout à fait reconverti en parlementaire, amoureux de l'Afrique et surtout en amoureux des autocrates africains. Fuchs nous a expliqué pendant tout le sommet qu'il fallait soutenir la junte guinéenne de son grand ami Doumbouya. Même les députés du nouveau Front populaire n'ont pas été en reste. C'est ainsi que Carlos Bilongo et Aurélien Taché se sont retrouvés à claquer la bise à un ministre du Congo-Brazzaville et à faire la promotion du régime sanguinaire de Denis Sassou Nguesso, longtemps inquiété par la justice française pour ses crimes contre l'humanité. Bref, j'aurais bien voulu assister à ce sommet de l'Organisation internationale de la francophonie pour, à mon modeste niveau, secouer un peu le landerneau, poser les questions qui fâchent, titiller à la Macronie sur son 2 poids 2 mesures en Afrique, embêter les amis dictateurs de l'Élysée, en résumé, faire mon métier de journaliste. J'ai donc demandé une accréditation et je partais plutôt confiant, étant donné que je suis accrédité de manière permanente auprès du ministère des Affaires étrangères français. Ça m'arrive d'ailleurs souvent d'aller poser quelques questions au porte-parole du Quai d'Orsay. Des questions qui le mettent légèrement mal à l'aise. Bonjour monsieur, Thomas Dietrich. Ma question elle porte sur le Tchad. Vous savez sans doute que la semaine dernière, monsieur Jean-Marie Bockel, qui est l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique, s'est rendu au Tchad où il a rencontré le président tchadien, Mahamat Idriss Déby, et il a eu des propos qui ont beaucoup fait parler. Il a parlé de l'admiration de la France pour le président tchadien, ce même président tchadien qui, vous le savez, est arrivé au pouvoir par un putsch en 2021, a commis des massacres en 2022 et le 28 février dernier a fait assassiner son principal opposant, Yaya Dillo, lors d'un raid de l'armée. Alors ma question elle est double. Est-ce que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères partage cette admiration de la France pour le président tchadien? Et la deuxième question, est-ce que vous condamnez et comptez sanctionner les violations des droits de l'homme des autorités tchadiennes, notamment tout ce qui est relatif à l'assassinat de Yaya Dillo, puisque, sauf erreur de ma part, je n'ai pas entendu de position officielle des autorités françaises sur ce sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jean-Marie Bockel, effectivement, est l'envoyé spécial du président avec une mission qui est claire. Il est en charge de la reconfiguration de notre dispositif militaire en Afrique et après la phase de dialogue avec les partenaires africains. Non, mais je ne vais pas faire de commentaires sur Yaya Dillo. On a pris bonne note, effectivement, de sa disparition, mais je ne ferai pas de commentaires sur Yaya Dillo. Début septembre, 1 mois et demi avant le sommet, j'avais donc demandé une accréditation pour ce sommet de la francophonie. J'avais tout fait comme il faut. Et puis, silence radio. Ce n'est que mardi dernier, après plusieurs relances, que le Quai d'Orsay m'a répondu que malheureusement, il n'y avait plus de place et que mon accréditation pour le sommet était refusée. Ce n'est pas la première fois qu'on me fait le coup du manque de place. En avril dernier, j'avais voulu assister à une conférence humanitaire sur le Soudan, organisée par la France à Paris. 2 semaines auparavant, j'avais demandé au Quai d'Orsay pourquoi la France invitait à cette conférence le Tchad et les Émirats arabes unis, 2 pays alliés qui ne veulent nullement la paix au Soudan puisqu'ils soutiennent, arment et financent un seigneur de guerre qui s'appelle Emiti et qui commet d'innombrables exactions au Soudan. Pour une conférence humanitaire, ça la foutait plutôt mal. Résultat, quelques jours avant la conférence, on m'a dit que je ne pourrais pas y assister parce qu'il n'y avait, encore une fois, plus de place. Mais comme je suis un garçon chanceux, je pourrais voir les débats sur YouTube. Et là, je me rends compte le jour J, dans la partie réservée à la presse, qu'il y a plein de places vides, le Soudan étant malheureusement un conflit oublié. J'ai donc demandé des explications au ministère des Affaires étrangères, qui ne m'a jamais répondu. Visiblement, on ne voulait pas que je pose des questions pas très sympas au ministre Stéphane Séjourné, ou encore au ministre des Affaires étrangères tchadien, Mahamat Saleh Anadif, qui était présent ce jour-là. Je ne suis malheureusement pas le seul journaliste à subir une certaine forme de censure de la part du Quai d'Orsay. En avril dernier, Myriam Laribi avait raconté comment le ministère des Affaires étrangères avait oublié de convier certains journalistes un peu trop incisifs à une conférence de presse commune de Stéphane Séjourné et du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Les Français et les Ricains
n'avaient visiblement pas envie qu'on les critique trop sur leur indifférence vis-à-vis du génocide à Gaza. Plus récemment, le défenseur des droits humains, Clément Boursin, a été bloqué sur X par une direction du Quai d'Orsay alors qu'il leur posait des questions sur le soutien de la France à la junte guinéenne. Vous voyez, ces refus d'accréditation, ces oublis d'invitation, ces blocages intempestifs ne sont pas le fruit du hasard. Et cette fois, pour le sommet de la francophonie, j'ai décidé de ne pas me laisser faire. D'autant que des confrères qui avaient demandé une accréditation plus tard que moi avaient obtenu leur précieux sésame. D'autant qu'Emmanuel Macron a tenu sa conférence de presse du sommet devant une salle aux 3/4 inoccupée. Ce qu'il y a de bien avec les chaises vides, c'est qu'elles écoutent, sans poser de questions dérangeantes. Contrairement à ce qui m'a été dit, il n'y avait donc pas de manque de place. Les autorités françaises ne voulaient juste pas avoir certains journalistes dans la place. L'État m'avait menti, et pour faire reconnaître son mensonge, j'ai sorti l'artillerie lourde. Avec mon avocat Alexis You, j'ai introduit vendredi en urgence un recours devant le tribunal administratif de Paris pour faire annuler mon refus d'accréditation et pour faire condamner l'État français pour cette censure insidieuse. Le Quai d'Orsay lui a opposé un refus d'ailleurs qui n'est strictement pas motivé, puisque le refus, la motivation consiste à lui dire qu'il y a trop de demandes. Ça, c'est une aberration, parce que le Conseil d'État a régulièrement sanctionné ce genre de décision. D'ailleurs, j'ai plusieurs décisions là-dessus. Donc nous avons saisi rapidement le tribunal administratif de Paris par voie de référé, afin que son dossier soit analysé, vu en urgence, dans la procédure d'urgence, l'article 512-2 du Code de justice administrative. Curieusement, rien n'est fait. L'affaire n'a pas été audiencée, on se doutait un peu. Donc, je sais certainement que ça ne sera pas audiencé, peut-être même pas lundi, peut-être même pas mardi. Voilà où nous en sommes. La restriction des libertés en France devient vraiment dramatique. En gros, le tribunal administratif de Paris l'a joué Ponce Pilate, alors qu'il aurait pu programmer une audience samedi matin par exemple, pour trancher sur mon accréditation et me permettre d'assister au sommet de la francophonie l'après-midi. Il a préféré se réunir après la fin du sommet, rendant donc ma demande sans objet. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais on va continuer à se battre, car ce genre de pratique est inacceptable partout dans le monde, mais d'autant plus intolérable dans un pays comme la France, où nous donnons des leçons aux autres tous les 4 matins, où nous critiquons l'absence de liberté de la presse partout ailleurs, alors que nos propres médias sont détenus soit par la puissance publique, soit par une poignée de milliardaires qui se font d'ailleurs beaucoup d'argent en Afrique. Je pense à Bolloré ou à Sadé. Commençons par balayer devant notre porte, et peut-être que les rues de la planète seront plus nettes.